du matériel on était dans l'analogie, maintenant nous sommes dans le numérique. Il faut s'adapter à ce nouvel environnement qui est le numérique. Donc nous avons eu une séance de travail en novembre avec eux pour voir la liste qui est du matériel. Donc il y a des positions qui sont déterminées. Donc au niveau de dans l'ancienne liste que nous avons travaillé, on avait 62 positions. Et après les travaux, on avait 43 positions plutôt, et après nous sommes à 70 positions actuellement, la nouvelle liste, et 46 positions pour la RCP. Donc c'est un travail minutieux parce qu'on s'inspire du texte de la CEDEAO où il faut voir les listes et voir l'évolution, et à les positions, il faut décrire également le matériel qui est soumis à cette RRO-là. Donc à ce jour, nous avons engrangé des résultats. Donc au niveau, je voulais donner les chiffres des 5 dernières années. Je cherche. Donc en 2017, on a eu 674 181 862 francs. En 2018, on a eu 1 556 059 123. En 2019, on a eu 1 568 866 940 francs. Et en 2020, on a 1 235 70 178 francs. Donc lorsque vous allez voir, il y a une baisse en 2020, c'est dû probablement à la crise que le Burkina traverse depuis un certain moment. Donc ça fait que les investisseurs hésitent un peu à investir au Burkina. Donc ça a eu quand même un coût, mais en 2021, nous avons pu collecter 1 702 850 559 francs. Donc pour les résultats provisoires de 2020, nous sommes à 2 milliards 38 millions pour le moment. Donc, mais l'année n'a pas encore terminé, nous espérons que ça va aller au-delà de cela. Donc, messieurs, chers participants, ce sont les résultats de façon succincte que nous avons présentés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour continuer un petit peu ce tour d'horizon, je vais passer la parole à Samuel Sangwa, donc, qui est le représentant de la Confédération internationale qui regroupe l'ensemble des droits d'auteur, des sociétés de droits d'auteur et des bureaux de droits d'auteur dans le monde, et donc qui s'occupe en particulier de l'Afrique, et qui va nous présenter un petit peu concrètement ce que c'est que la copie privée, comment elle a évolué, etc. Merci beaucoup Philippe, et bonjour à tout le monde. Je tenais d'emblée à remercier l'EREMA pour l'invitation faite à la CISAC de participer à cette séance de restitution sur la rémunération pour copie privée. Effectivement, nous étions ici il y a 1 an sur ce sujet, et il s'agit de faire une présentation dans la ligne d'un certain nombre de recommandations qui avaient été faites en 2021 à l'occasion de l'EREMA, où nous étions sur un panel et une feuille de route avec l'UEMOA, l'EREMA et le BBDA. Je tenais aussi à remercier le BBDA, membre de la CISAC, avec qui nous travaillons, puisque comme l'a dit Philippe, c'est pratiquement la seule société dans la sous-région UEMOA qui, à ce jour, implémente la rémunération pour copie privée. La Côte d'Ivoire arrive aussi, mais c'est pratiquement le BBDA qui est le porte-étendard, qui est le champion
dans la sous-région. Donc, j'espère que la présentation peut la voir. Next. Donc, ceux qui peut-être ne connaissent pas la CISAC, c'est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, établie pratiquement depuis 1926, avec des bureaux pratiquement sur l'ensemble du globe. Et vous pouvez voir dans le globe, en fait, c'est l'ensemble des sociétés de droits d'auteur du monde entier qui sont membres de la CISAC. Et on reviendra sur celles qui sont membres en Afrique. À ce jour, la CISAC, c'est 231 sociétés de droits d'auteur dans 121 pays et représentant près de 4 millions de créateurs, que ce soit pour le répertoire de la musique, le répertoire principal, que ce soit pour l'audiovisuel, la littérature, les arts visuels. Pratiquement, la CISAC, enfin on le dit, c'est la FIFA des artistes. Next. Là, vous avez la carte des membres de la CISAC au niveau du continent africain. On en a pratiquement 37 sociétés de droits d'auteur dans 35 pays, et cela va de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Rwanda, l'Ouganda, Djibouti. Mais pratiquement, on a des sociétés d'auteurs sur l'ensemble du continent. Et je vais peut-être m'arrêter là. Vous avez reçu ce petit dépliant. En fait, la CISAC produit chaque année un document appelé le rapport mondial des collectes. C'est le rapport qui fait état de l'ensemble des perceptions des droits d'auteur dans le monde entier et avec un focus par continent. Et donc les chiffres que vous avez devant vous sont les chiffres qui ont été collectés par les sociétés qui sont sur le tableau. Donc on est à 75 millions d'euros pour l'année 2021, c'est-à-dire la CISAC produit son rapport en 2021 plutôt, mais sur base des collectes de l'année précédente. Et donc vous pouvez voir déjà pratiquement où se situe la croissance en Afrique, sur le numérique, quels sont les pays qui tirent l'ensemble des collectes vers le haut, et où se retrouve la question qui nous concerne aujourd'hui, la copie privée. Vous pouvez le voir dans le document que vous avez reçu. Next. Juste pour situer le contexte par rapport à la rémunération pour copie privée, il est important de saisir, de mettre en perspective en fait la pression actuelle sur le modèle même de la gestion collective. C'est un modèle qui de plus en plus est sous pression parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui poussent en avant le fait que l'artiste peut monnayer complètement toutes les exploitations de ses œuvres sans passer par une société de droits d'auteur. Entre autres, la blockchain montre des perspectives sur cette capacité-là. Et donc, il y a une véritable pression sur le modèle même de la gestion collective. Et cela est lié à la croissance du numérique. Pratiquement aujourd'hui, je le disais encore récemment, on n'achète plus la musique, on s'abonne à la musique. Il n'y a plus de support comme auparavant. Pratiquement, les créateurs doivent recourir à des nouveaux dispositifs pour que leurs œuvres soient accessibles. Et c'est sous la forme de services auxquels on s'abonne. Ou éventuellement des reproductions qui sont faites dans les dispositifs que nous avons tous, téléphones, portables, et ainsi de suite. Et cela est en relation avec notre sujet. Les géants mondiaux de la technologie, on ne va pas les citer, vous le connaissez tous, qui pratiquement ont des modèles économiques qui reposent sur l'exploitation du contenu culturel, créatif pratiquement. Comme on dit chez nous à la CISAC, dans un smartphone, la partie smart, en fait, c'est le contenu créatif. Le reste, les fonctions d'appel
et de réception sont vraiment réduites à leur portion congrue. La partie smart dans nos téléphones, c'est pratiquement le contenu créatif. Voilà pourquoi nous achetons des téléphones avec de plus en plus de capacité de mémoire. C'est pour qu'on ait accès à de la musique, à des images, à de la littérature, à des photos, ainsi de suite. Et donc ça aussi, c'est des modèles économiques qui sont de plus en plus imposés par ces géants. Mais ces technologies, en fait, mettent aussi les sociétés de droits d'auteur sous pression parce qu'elles disposent des capacités d'innovation qui font que les sociétés doivent courir systématiquement après pour se mettre à niveau. Et donc ça devient très très difficile pour certaines sociétés de suivre. Et on l'a vu pendant la pandémie, lorsqu'il y avait restrictions, où les collectes venaient des hôtels, des restaurants, des cafés, ce qu'on appelle les collectes traditionnelles de Horeca. Comme ces structures étaient fermées et que la consommation, l'exploitation a basculé vers le numérique, les sociétés ont eu beaucoup de mal à collecter sur le numérique. Et on voit effectivement que seules des sociétés telles que la Samoro, la Capasso en Afrique du Sud ont les moyens technologiques pour pouvoir rester à niveau. Comme vous pouvez le voir dans le document que vous avez reçu, Samoro et Capasso, deux sociétés en Afrique du Sud, ont réussi à signer, entre guillemets, c'est-à-dire donner des autorisations à Netflix, à TikTok. Très peu de sociétés sur le continent africain sont en mesure d'avoir les moyens technologiques pour cela. Et donc, il y a, dans certains pays, en tout cas, on l'a constaté à la CISAC, dans la période du confinement, on a perdu 20 millions d'euros du fait de l'effondrement des collectes traditionnelles, c'est-à-dire les collectes que nous faisons auprès de radio et de télévision. Nous étions à 80 millions d'euros en 2019. Dans la pandémie, on est retombé à 60 millions d'euros. Et là, nous avons remonté de nouveau, on est à 75 millions d'euros, mais on n'est pas encore au niveau où on était. Et donc, on a perdu de la croissance sur le continent africain du fait des difficultés que les sociétés ont eues à se projeter sur le numérique. L'essor des services de streaming, Netflix et autres, ça reste toujours un casse-tête pour les sociétés. Que fait la CISAC? Je vais finir là pour la mise en perspective. C'est développer et renforcer la gestion collective, c'est-à-dire accompagner les sociétés de droits d'auteur dans leur mission et permettre à ce que les créateurs reçoivent plus de revenus, que les législations respectives soient respectées et que les créateurs puissent recevoir ce qui leur est dû. Voilà. Garantir les cadres juridiques. Il est impossible pratiquement d'exercer la gestion collective, la protection des créateurs du droit d'auteur sans cadre juridique porteur. Donc, le travail aussi que fait la CISAC, c'est de travailler avec les sociétés de droit d'auteur, les États, les organisations régionales telles que l'UMOA, et on est heureux de les avoir, pour avoir des cadres juridiques porteurs. Et dans le cas sous examen pour la rémunération pour copie privée, c'est un travail que la CISAC a fait sur le cadre juridique législatif, à la fois dans certains pays, mais aussi au niveau de la sous-région. Et donc, au final, la CISAC travaille à professionnaliser les sociétés, à doter les pays d'un environnement juridique porteur et à donner aux sociétés les outils de leur métier en ce qui concerne la documentation, les licences et les répartitions. Revenons à cette restitution à laquelle les REMA nous a conviés. Comme on l'a dit, nous étions ici l'année passée à l'invitation des REMA sous cette thématique, la rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Et cela s'inscrit en fait dans cette réflexion des REMA que nous saluons d'ailleurs sur les mutations qui concernent l'industrie de la musique en Afrique et ses implications. Et pourquoi
la rémunération pour copie privée, je pense que le PDD a expliqué, apparaît comme une source de revenus importante pour les créateurs sur le continent, dans un environnement où, à la fois, d'un point de vue technologique, les sociétés ont de la peine, dans des environnements politiques et sécuritaires qui de plus en plus deviennent contraignants pour les sociétés à se déployer, et où il y a une très forte résistance des créateurs, surtout après la pandémie, à s'acquitter des éléments du droit d'auteur. Parce que les business ou le monde des affaires, le secteur privé a été affecté de manière substantielle par la pandémie. Et donc, à cette réunion des REMA de l'année passée, les REMA avaient invité avec l'UEMOA l'ensemble des sociétés de droit d'auteur de la sous-région, pratiquement les 8 pays de l'UEMOA, mais aussi des créateurs. Ceux qui ont des bons yeux vont reconnaître Didier Awadi, entre autres. On a Telro, je pense aussi, David, et d'autres acteurs. Et on pense que c'était une bonne pratique parce que cela a permis de mettre en relation à la fois les sociétés de droit d'auteur, les organisations internationales telles que la CISA, l'organisation sous-régionale UEMOA, pour une réflexion sur la question de la rémunération pour copie privée. Et pourquoi cela a été capital? Dans le cadre des thématiques qui avaient été retenues, vers un plan d'action pour l'harmonisation des dispositifs des rémunérations pour copie privée dans la zone UEMOA. Ceci est en fait consécutif à un travail qui a été initié par la CISAC en 2019 dans un séminaire à Dakar où on a demandé à l'ensemble des sociétés de droit d'auteur et des pays de proposer une feuille de route pour opérationnaliser la rémunération pour copie privée. Et c'est à la suite de cet exercice que l'UEMOA a proposé, plutôt que d'aller pays par pays, autant mieux aller par la voie régionale, c'est-à-dire d'avoir une seule directive pour les 8 pays, et celle-ci serait d'application après ce qu'on appelle la domestication dans les législations nationales, qu'elle devienne opposable ou applicable dans ces pays-là. Et donc, c'est ce chemin-là qui a été suivi par la CISA en coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Fédération internationale des sociétés de reprographie, l'IFRO, et pour les 8 pays où on a travaillé sur une directive. Et le représentant de l'UEMOA pourra expliquer pourquoi une directive et c'est quoi une directive. Nous, au départ, on était parti sur l'idée d'un règlement qui est d'application quasi immédiate, mais l'UEMOA nous a dit, vous ne pouvez pas aller par cette voie-là, il faut préparer à la fois les acteurs, les cadres juridiques, les créateurs eux-mêmes, pour que vous ayez le succès escompté. Et donc, il est mieux de prendre la voie d'une directive qui montre aux États ce qu'ils doivent faire pour opérationnaliser la rémunération pour copie privée. Et donc, ce travail a été fait, la directive a été élaborée, et il y a une validation technique de cette directive en 2020, c'est-à-dire au niveau des sociétés de droit d'auteur, des secrétaires généraux des pays concernés, et il fallait maintenant aller au niveau de la validation politique, et le représentant de l'UEMOA va y revenir. La directive telle qu'on y a travaillé prévoit aussi la stratégie pour son déploiement en 2022 et en 2023, entre autres la formation des parties prenantes, notamment les services des douanes, les créateurs et les sociétés de gestion collective. Donc voilà plus ou moins le cadre de la restitution. Les points saillants qui étaient ressortis des débats que nous avions eus au REMA l'année passée, c'était la nécessité de créer un véritable cadre de concertation
de dialogue entre les parties prenantes de la question de la rémunération pour copie. Que ce ne soit pas seulement à charge des sociétés de droits d'auteur ou des créateurs, mais de ramener l'ensemble des parties prenantes, y compris le secteur privé, puisque, comme cela a été expliqué, la collecte est effectuée auprès des fabricants ou des importateurs des dispositifs qui permettent la reproduction des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre privé. Et donc, il faut absolument un cadre dans lequel on retrouve aussi ces acteurs-là. La nécessité, ou plutôt la demande des sociétés de droit d'auteur de lobbying, c'est une question où il y a beaucoup de résistance. Je me souviens lorsque nous étions en Côte d'Ivoire en 2018 pour le plaidoyer et que nous avons rencontré le ministre des Nouvelles Technologies, il a tout de suite opposé le fait que collecter un petit montant sur ces appareils était en déphasage ou en porte-à-faux avec la politique du gouvernement sur la promotion des nouvelles technologies, où pratiquement tout ce qui permettait aux populations d'accéder à ce type d'appareil était, entre guillemets, exempté de taxes. Et donc la rémunération pour copie privée apparaissait, en tout cas aux yeux du ministère, comme une taxe. Et donc, sa réponse à lui a été: vous ne pouvez pas opérer une collecte sur des dispositifs, alors que la position officielle du gouvernement, c'est de permettre aux populations d'accéder à ces appareils, de les démocratiser. L'autre résistance que nous avons aussi trouvée, c'est que, est-ce que cette collecte, ce prélèvement n'entraînerait pas une inflation sur les prix des appareils? Et donc, il a fallu démontrer que dans le pays tel que le Burkina Faso, où la rémunération pour copie privée est opérée, il n'y a significativement pas de différence de prix avec des pays tels que le Bénin, le Côte d'Ivoire, sur les mêmes appareils, si on devait les comparer. Et donc, les sociétés de droits d'auteur, lorsque nous étions ici l'année passée, ont insisté sur le besoin d'un plaidoyer, d'un lobby pour expliquer au gouvernement dans la sous-région cette problématique. Une autre demande qui a été faite, c'est d'impliquer beaucoup plus les artistes pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de cette cause. Au final, les sociétés de droits d'auteur ne sont que des machines dont la mission est de collecter et de répartir des droits aux créateurs. Et donc, il s'agissait de ramener les créateurs eux-mêmes, les artistes, dans le plaidoyer. Les recommandations qui étaient issues de la rencontre des REMA, c'était de réaliser une campagne de sensibilisation des acteurs et des autorités sur la question de la rémunération pour copie privée, d'organiser un séminaire régional sur la rémunération pour copie privée à l'échelle de l'UEMOA, en réunissant les directeurs des sociétés ou des bureaux de droits d'auteur et les créateurs, donc les artistes, d'imaginer la perspective d'une réflexion étendue à l'échelle de l'Union africaine avec la mise en place d'une réunion de haut niveau et populaire à Goma. Goma, c'est en République démocratique du Congo, lors du festival Amani. Et pour replacer ceci en perspective, c'est parce que à cette époque, c'était la RDC qui assurait la présidence de l'Union africaine. Et la thématique de l'Union africaine pour l'année 2021, c'était culture, patrimoine et art, je pense. Voilà pourquoi cela avait été proposé. Et la restitution pendant les REMA 2022 pour faire l'état des lieux de l'avancement du processus. Donc, comme vous pouvez le voir, nous nous en sommes tenus, en tout cas pour cette dernière activité au plan. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la restitution des actions qui ont été proposées ou faites à la suite de ces recommandations faites par les REMA. Et donc je vais aller directement aux développements qui ont suivi les REMA en 2021. Il y a eu une avancée majeure en Côte d'Ivoire, c'est l'adoption des décrets d'application portant rémunération pour copie privée déjà en octobre
2021. Et pour nous, c'était une grande satisfaction. La Côte d'Ivoire reste un des pays dont l'économie créative est assez dynamique et elle sert aussi de locomotive pour tirer les pays de la sous-région sur des questions relatives à la protection des créateurs, à la protection du droit d'auteur. Et donc, les décrets d'application ont été pris et les premières collectes ont commencé à être effectuées en mai de cette année. Et donc, nous nous réjouissons de cette avancée. On en est encore au tout début. Il y a eu un petit souci au départ lorsque le Bureau ivoirien du droit d'auteur voulait lui-même se déployer au poste des frontières et collecter en lieu et place des services des douanes. Donc ça a un peu coincé avec le ministère des Finances dont dépendent les services des douanes, mais un compromis a été trouvé et dorénavant nous attendons les chiffres avec beaucoup d'impatience pour l'année 2022 des collectes, des toutes premières collectes effectuées par la Côte d'Ivoire au titre de la rémunération pour copie privée. Donc voilà l'un des pays où il y a eu une avancée majeure par rapport à la question de la rémunération pour copie privée. Donc si avec le Burkina et la Côte d'Ivoire, pratiquement il nous reste 6 pays et c'est là où nous poussons encore beaucoup plus pour une harmonisation au niveau régional, au niveau de l'UEMOA. L'une des actions qui a été aussi entreprise, c'est l'organisation d'un séminaire régional sur la rémunération pour copie privée à Dakar. C'était l'une des recommandations qui a été faite. Et donc, on était à Dakar pratiquement il y a 3 semaines ou 2 pour l'organisation de ce séminaire. Et on a réuni aussi l'ensemble des créateurs de la sous-région en invitant des ambassadeurs du droit d'auteur du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, du Togo, mais aussi les représentants des sociétés de droit d'auteur. Et on a eu les présentations de l'UEMOA, mais aussi des experts qui avaient élaboré le texte, le projet de directive sur la rémunération pour copie privée. Et ici, je voudrais insister sur la participation des créateurs et aussi une recommandation des REMA pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de la cause de la rémunération pour copie privée. Et je pense qu'une petite vidéo va illustrer en fait la participation des ça va être non, pas copyright. Oui. Pour la question de la copie privée, vous savez que l'EMA a été approbatif
l'année dernière, la thématique était portée justement sur le fait que la productivité pourrait être un moyen pour développer la créativité sur le monde, la création sur le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes convaincus et nous sommes d'ailleurs des premiers très convaincus que la création privée dépasse même ce qu'on appelle les boucliers, les discours qu'on donne aux acteurs. La création privée, c'est tout le contenu africain qui va être enrichi, c'est tout le contenu de tous les gens qui va être enrichi, qui va être mis à nouveau. Et vous savez, quand vous prenez des micros de Burkina, nous avons au sein du WDA un bureau de droit d'auteur, un mécanisme de financement pour les acteurs, pour les artistes, pour les producteurs, pour les éditeurs et tout ça. Et quand vous avez ce mécanisme de financement-là, vous êtes sûr qu'il y a une production continue de contenu. Et cette année, nous continuons d'ailleurs avec un séminaire pour revenir de l'institution, pour revenir un peu sur ce qui a été dit l'année dernière, après un an ou une année. Et justement, nous associons les premiers concernés, notamment à notre niveau, le ministère de l'Agriculture, la douane du Burkina qui travaille pas à la Chine. D'ailleurs, je pense que c'est important qu'on en parle, parce que la douane burkinabé est un partenaire efficace, l'un des premiers partenaires pour la réponse, en tout cas, de la productivité pour le Burkina Faso. Et son exemple reste éventuellement aux autres pays de l'Europe, mais oui, c'est une responsabilité, mais c'est une noble responsabilité. Vous savez, quand vous êtes dans un combat, vous êtes sûr que ce combat est un combat qui va apporter plus à la communauté. Je pense que c'est un combat de l'Europe. Merci beaucoup à Alif pour s'être prêté au jeu dans la recommandation de devenir l'une des figures pour porter ce combat au nom des créateurs et au nom des REMA. Et pourquoi cela est important? Parce qu'il y a un enjeu. Et c'est un enjeu de taille. Et que, vous l'avez vu, on en est à une phase de validation technique. Il nous faut absolument aller à la phase de validation politique. Et le représentant de l'UEMOA va y revenir. L'année prochaine, pratiquement dans le premier semestre, l'ensemble des ministres, des tutelles, des pays concernés vont se retrouver pour discuter éventuellement de la validation politique, de l'adoption politique de cette directive. Nous sommes dans un contexte très particulier où les États sont sous pression. Soit d'aller vers le tout sécuritaire ou avoir d'autres priorités. Et donc il nous faut absolument expliquer, sensibiliser, faire le plaidoyer pour que les ministres valident ou adoptent cette directive. Et donc l'enjeu est à ce niveau-là aujourd'hui, en termes de... Voilà. Donc l'enjeu, c'est l'adoption de la directive régionale UEMOA par les ministres des tutelles des pays concernés d'ici juin 2023. Le texte, lui, a été validé en 2020 et il faut se souvenir que ça prendra pratiquement 2 ans, une fois que la directive est validée, pour qu'elle devienne opérationnelle. Et donc, on ne peut plus se permettre de rater l'année prochaine la validation. Donc il nous faut y aller. Voilà pourquoi on a mis à Dakar, lors du séminaire régional dont vous venez de voir les images, une stratégie de plaidoyer qui va se décliner en un certain nombre d'actions. J'ai repris pour vous les plus emblématiques. La mise sur pied d'un comité régional de la stratégie de plaidoyer dans les États membres de l'UEMOA, composé des directeurs de sociétés de droit d'auteur, mais aussi des ambassadeurs du droit d'auteur. Les ambassadeurs du droit d'auteur, ce sont des artistes qui vont devenir les relais dans leur pays respectif du combat, du plaidoyer. Et donc on imagine des créateurs avec une certaine
assises, une certaine renommée des jeunes, mais l'idée c'est de les mobiliser tous dans l'ensemble de ces États pour qu'ils passent le message aux décideurs politiques pour que la rémunération, plutôt la directive, soit adoptée. Nous aurons un webinaire au mois de janvier pour former à la fois les sociétés, mais aussi les créateurs, les artistes ambassadeurs du droit d'auteur des 8 pays concernés, et cela se fera à la fois avec la CISAC, mais aussi la plateforme d'EREMA, que nous tenons vraiment à remercier, qui a une assise sous-régionale, qui a un réseau qui peut vraiment beaucoup aider pour sensibiliser et mobiliser d'autres artistes dans les 8 pays. En février, on aura le lancement de la campagne de sensibilisation dans les 8 pays, et il a été proposé à Dakar qu'au mois de mars, une date sera retenue pour le plaidoyer sur la rémunération pour copie privée. Donc, dans les 8 pays, des acteurs culturels, les opérateurs des ICC vont organiser des activités pour attirer l'attention sur cette problématique. Il y aura des concerts, il y aura des formations, il y aura des sensibilisations au niveau des écoles. Au Sénégal, on proposait de faire un sit-in. Bref, une date sera choisie et simultanément dans les 8 pays, on va faire ce plaidoyer-là et on est en train de préparer pratiquement les matériaux. Et lorsque je parle des matériaux, on va vous distribuer un petit questionnaire. L'une des idées sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est de créer un personnage, un avatar. Je pense que vous reconnaissez de qui il s'agit sur le tableau. Donc c'est de créer une sorte de personnage qu'on va animer et qui va devenir le porte-étendard de cette campagne. Et donc on remercie encore beaucoup Alif Nava, qui est le premier à avoir accepté de prêter son image pour cet exercice. Et donc on va avoir de petites vidéos. Celle-ci, elle est juste de quelques secondes. C'est pour illustrer en fait l'idée. Voilà. Mais on va développer en fait des capsules avec des histoires comme des épisodes. Pratiquement, on va en faire 10 et qui vont suivre en fait ce créateur qui crée. Ses œuvres sont copiées, il y a un manque à gagner et il commence à chercher une solution, et par ce chemin-là, on va faire de la sensibilisation sur cette question du droit d'auteur. Donc, on espère que vous allez vous prêter au jeu. On a amené un petit questionnaire pour faire participer à la réflexion, à la conception. Je ne sais pas où se trouve le questionnaire. Il était à l'arrière tout à l'heure là. Mais en tout cas, on va vous le distribuer. L'idée, c'est que vous le pensez comment, ce super-héros, si ça devait être un super-héros. Entre nous, on a beaucoup discuté. Est-ce qu'on lui donne des muscles ou pas? Est-ce qu'on lui donne une guitare ou pas? Est-ce qu'il se transforme avec une cape et un caleçon par-dessus son pantalon? Bref, comment est-ce qu'on va s'amuser autour de ce personnage-là, mais de manière fondamentale, qu'est-ce qu'il va dire? Quel sera son récit? Comment est-ce qu'il va toucher à la fois les décideurs politiques, les jeunes, les créateurs? Comment est-ce qu'il va pouvoir faire de la sensibilisation, de la pédagogie et de l'éducation? Voilà, je pense que je vais m'arrêter par là. Ça a été long. On va vous distribuer les questionnaires. Vous n'êtes pas obligés, mais on considère que vous êtes des acteurs de ce monde et que c'est un combat qui nous concerne tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Samuel. On va maintenant se projeter au niveau régional avec effectivement tous les éléments qui ont été développés, et on va donner la parole donc au représentant de l'UEMOA, M. Donnepo Koné. Voilà. Donc vous
vous avez une petite présentation de programme. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voulais dire merci à mes prédécesseurs, notamment le BBDA, dire merci à Samuel, dire merci également à Orema qui, depuis quelques années maintenant, nous associe à la réflexion. Alors on pourrait se demander, l'UEMOA, qu'est-ce que l'UEMOA fait dans la culture, qu'est-ce que l'UEMOA fait avec la rémunération pour le public privé. Mais je crois que Samuel est revenu un moment là-dessus. En tant qu'organisation régionale, nous avons un rôle à jouer en termes d'intégration et surtout intégration économique. Et c'est ce qui nous amène à parler de rémunération pour le public privé. Alors la présentation que je vais vous faire, ce sera en juste 3 points. C'est de revenir sur le contexte et les objectifs de la mise en œuvre de la directive sur la rémunération pour le public privé et revenir également sur les enjeux, les défis et terminer par les perspectives. Oui, deuxième. Voilà, troisième. Alors, je voudrais relever que la mission de l'UEMOA, bien entendu, c'est l'intégration régionale ou un marché commun. Et on ne peut pas parler d'intégration économique si on ne parle pas de culture. La culture représente un volet important, fondamental, pour 2 raisons. D'abord, elle caractérise notre identité, c'est notre identité. Elle symbolise notre identité, mais au-delà de ce symbole, elle génère beaucoup de ressources financières. Donc on ne peut pas parler d'intégration sans parler de culture. Et donc, dans ce sens, l'UEMOA a élaboré en 2013 une politique commune de développement de la culture. Et initialement, la culture n'était pas prise en compte par l'UEMOA, mais c'est à la suite d'un plaidoyer des acteurs du cinéma que la culture a intégré l'UEMOA. Pour dire combien de fois les plaidoyers sont importants, Samuel le disait tout à l'heure, le lobbying, les plaidoyers sont importants parce que les décideurs ne sont pas toujours forcément informés, ne sont pas toujours faits des réalités, il y a des réalités qui les dépassent. Donc le plaidoyer est important. Donc à la suite de ce plaidoyer, la culture de façon générale a intégré les actions de l'UEMOA. Et l'option qui a été prise, c'est de promouvoir, de développer l'économie de la culture. L'économie de la culture. Et la directive RCP cadre bien avec cela, avec la promotion de l'économie de la culture. Et donc, Samuel l'a dit, lorsque la rémunération pour le public privé est venue sur la table d'un certain nombre de pays, l'UEMOA, qui est une structure, une institution d'intégration, a souhaité que ça s'étende à l'ensemble des États. Et je pense que nous voulons féliciter le Burkina qui est pionnier en la matière et dans beaucoup d'autres aspects le Burkina dévance. Et en matière d'intégration, l'UEMOA travaille sur la réglementation. C'est-à-dire ce qu'un État pris seul, ce que les États pris individuellement seul ne peuvent pas réaliser, l'UEMOA travaille à harmoniser. Et donc pour éviter qu'il y ait une disparité dans les textes législatifs, dans tous les secteurs, évidemment dans le secteur de la culture aussi, pour éviter cette disparité, l'UEMOA travaille à ce qu'il y ait une harmonisation. Voilà, c'est le rôle de l'UEMOA. Et donc avec l'OMPI, la CISAC et l'IFRO, l'étude a été menée pour que la directive puisse être élaborée. Et la directive a été effectivement élaborée après un travail acharné avec l'ensemble des experts et des 3 institutions. La directive est élaborée depuis, j'allais dire 2020, le processus est en cours. Mais pourquoi une telle directive? Elle cadre bien avec le programme de développement de
la culture au niveau de l'UEMOA. Parce qu'il y a une politique culturelle et il y a un programme de développement qui met en œuvre cette politique culturelle. Et dans ce programme, plusieurs actions sont énumérées et je vous l'ai dit, l'option c'est l'économie de la culture. Quand on travaille dans ce programme de développement, on voit comment est-ce que la culture pourrait contribuer au développement économique. Comment est-ce que la culture pourrait être prise en compte dans le développement global de nos États. Et l'une des questions importantes de ce programme de développement, c'est la question de droit de propriété littéraire et artistique, qui pour nous est une solution qui permet d'améliorer les conditions de vie des artistes. Parce que si on ne tient pas compte des droits d'auteur, s'il y a un désordre dans notre région, c'est clair que cela va affaiblir la créativité, cela va affaiblir nos créateurs. Et c'est aussi à partir de cette directive, c'est d'explorer de nouvelles pistes pour contribuer à l'épanouissement économique de nos créateurs. Quel est l'objectif général de cette directive? Il s'agit d'harmoniser les dispositions relatives à la rémunération pour copie privée des œuvres, des interprétations, des phonogrammes et des vidéogrammes. Nous n'allons pas revenir sur la définition de la rémunération pour copie privée. Je pense que Samuel a développé également, le BBDA est revenu là-dessus. Et comme objectif spécifique, il s'agit de prévoir dans les législations nationales des États membres une exception. Oui, c'est une exception. Ce n'est pas, j'allais dire, la règle générale. C'est une exception qui est faite. C'est pourquoi j'insiste sur l'expression exception. C'est aussi de mettre en place un cadre législatif réglementaire et opérationnel de la mise en œuvre de la rémunération pour copie privée au sein de l'UEMOA. Au lieu de laisser les États aller individuellement, il est bon de pouvoir harmoniser les législatives. Il s'agit aussi de fixer les règles d'une gestion efficiente des ressources perçues au titre de la rémunération pour copie privée. Tout à l'heure, vous avez entendu les chiffres du BBDA. Je pense que les chiffres que j'ai lus, la RCP, sont au-delà des collectes ordinaires. Vous voyez un peu, 70% de l'ensemble des collectes. Vous voyez ce que ça représente. Donc il y a un grand enjeu par derrière. Il y a un grand enjeu par derrière. Et donc, il est important de pouvoir fixer les règles de gestion de l'ensemble de ces ressources qui sont collectées, au risque que les États tournent le dos parce que ça crée beaucoup de désordre. Alors, les enjeux et les défis. Enjeux et défis. En termes d'enjeux, il faut comprendre que cette directive permet de pouvoir définir clairement le périmètre de l'exception pour copie privée applicable aux droits exclusifs de la reproduction. Mais aussi, l'autre enjeu, c'est la création en contrepartie de cette exception d'un dispositif de rémunération bénéficiant aux titulaires de droits auxquels s'applique l'exception pour copie privée. Et au-delà de tout cela, il faut comprendre qu'il y a les enjeux économiques et sociaux, comme je l'ai dit. Économique parce que ça va générer beaucoup d'argent, mais aussi sociaux, ça devrait pouvoir contribuer à améliorer les conditions de vie des artistes. Pour le Burkina, qui reste toujours l'exemple qu'on cite, pendant la Covid, vous avez dû constater que, Alif l'a dit également, ces ressources ont contribué à aider les artistes au Burkina Faso. Et imaginez sur l'instant le Burkina qui est un pays qui n'est pas un pays côtier, donc qui ne reçoit pas directement tout ce matériel dont on parle. Imaginez ce que ça peut représenter pour les pays côtiers. Imaginez un peu ce que ça peut représenter. Et je pense que c'est l'une des peurs aussi des décideurs, surtout de ceux qui sont les pays côtiers. C'est pourquoi nous ne cesserons de revenir sur le plaidoyer. En réalité, nous, UEMOA, nous sommes une organisation sous-régionale. Nous n'avons pas
nous ne pouvons pas mettre de pression sur les États. Non, nous travaillons pour les États. Souvent les gens disent, mais pourquoi vous n'imposez pas? Bon, la seule manière d'imposer directement, Samuel a dit, c'est souvent les textes réglementaires. Quand c'est un règlement, ça veut simplement dire qu'il faut l'appliquer directement. Quand c'est une directive, il faut la transposer, c'est-à-dire il faut l'implémenter dans votre législation. Il faut tenir compte de la directive dans votre réglementation. Donc ça donne un peu plus de souplesse aux États. Mais quand c'est un règlement, il est d'application directe. En général, les acteurs de la société civile, le secteur privé, veulent que ce soit un règlement. Les acteurs publics veulent que ce soit une directive. Il y a toujours ce combat. Il y a toujours ce combat. Mais pour la RCP, au départ, on était allé sur un règlement. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait aller avec une directive parce que d'un pays à l'autre, il peut y avoir quand même quelques nuances, quelques différences. Donc, il est bien que les pays adoptent, transposent la directive dans leur législation. Et les défis sont d'ordre institutionnel et structurel, liés au recouvrement. C'est important. Tout à l'heure, Samuel a parlé du cas de la Côte d'Ivoire. En réalité, le blocage n'est pas totalement levé. C'est vrai que quand ils parlent officiellement, ils le disent. Mais dans le texte de la Côte d'Ivoire, il est dit que c'est le bureau du droit d'auteur qui doit faire le recouvrement. Ils l'ont mis dans le texte de bonne foi parce que dans les échanges avec la douane leur a opposé un refus. Ils disent non, eux ne peuvent pas recouvrir. Et ils se sont vus obligés de dire que c'est le bureau du droit d'auteur. Ce qui fait que ça coince. Ça coince dans le recouvrement. Et ce qui peut décanter la situation, c'est bien entendu la directive de l'UEMOA qui est claire. Parce que le texte de la Côte d'Ivoire a été, le décret en octobre 2021. Il ne faut pas demander une révision déjà. Par contre, quand le texte, la directive va venir, c'est à cela que c'est les directives aussi. La directive arrive, le bureau de droit d'auteur peut dire voilà ce que la directive recommande. Et l'exemple du Burkina est là. Je pense qu'il y a un pays, comme j'ai échangé avec le directeur du bureau béninois du droit d'auteur, qui est en train de faire un travail méticuleux parce que, puisque les gens ne comprennent pas, il veut s'appuyer sur le Burkina, il veut faire venir le douanier qui a travaillé sur la RCP ici au Bénin pour qu'il explique, pour que les gens comprennent. C'est peut-être cette démarche qui a un peu manqué à la Côte d'Ivoire quand les gens leur ont dit non, et ils ne peuvent pas recouvrir. Il faut que ce soit le bureau. Voilà, donc il y a un défi pour le recouvrement. En réalité, les bureaux ne peuvent pas faire le recouvrement, ce sera difficile. Et s'ils décident de le faire, ils vont avoir sur leur chemin les douanes qui peuvent boycotter. Alors que si eux ils boycottent, c'est fini, ça n'ira pas quelque part. Donc les États doivent faire très attention dans la décision de qui doit recouvrir. Également la répartition de la rémunération. Ça peut être source de conflit parce que ça fait beaucoup d'argent. On sait ce que ça pourrait représenter, beaucoup d'enjeux. Donc c'est un défi important. Un défi important parce que dès qu'il y aura des couacs, on dira voilà, ce sont les artistes, on ne peut pas leur faire confiance. Et puis bon, les gens vont créer les conditions pour que le recouvrement ne soit pas fait comme il faut. Et enfin, il y a la gestion de ces fonds parce que dans la directive, il est prévu que ces fonds puissent financer aussi les projets culturels et les actions sociales. Voilà, une partie puisse servir à cela. Donc, c'est important que ces défis soient relevés. Et en termes de perspective, pour terminer, qui sera ma conclusion également, Samuel a donné le planning. Nous sommes en phase, effectivement, mars 2023, il y aura la réunion des experts et des ministres. Parce que l'UEMOA ne prend aucun texte sans impliquer les États. C'est pourquoi
quand le texte est là, les acteurs de la société civile doivent pouvoir se saisir du texte et dire à leurs États, c'est vous qui avez signé, on ne vous a pas obligé, il faut l'appliquer. Souvent les gens se méprennent pour dire, mais l'UEMOA vous fait la pression. Non, l'UEMOA a fait sa part. On ne prend aucun texte en dehors des États. On ne prend aucun texte sans les États. Donc en mars prochain, il y a la réunion des experts. La réunion des experts, c'est les spécialistes de la question, notamment ce sera certainement les bureaux, les responsables des bureaux de droit d'auteur des États, les OGC, qui vont participer à cette réunion, qui vont préparer la réunion des ministres, et les ministres ne viennent que valider. Et après cette étape, la dernière étape, c'est la réunion des ministres statutaires. Les ministres statutaires sont les ministres de l'économie et des finances de l'ensemble des États de l'UEMOA. C'est eux qui apposent leur signature parce que généralement les textes peuvent avoir des conséquences, des implications financières. Donc quand eux ils apposent leur signature, c'est ok. Ça c'est pour le mois de juin. Donc pour dire vraiment jusqu'à la fin du premier semestre, on doit pouvoir arriver au bout du processus. Mais là, c'est un chronogramme qui peut se réaliser normalement, tout comme il peut avoir d'autres intérêts. C'est pourquoi le lobbying, le plaidoyer est important. Les acteurs doivent se lever, les artistes doivent se lever pour exécuter ce plan ex-chronogramme qui a été mis en place. Vous avez dit, dès janvier déjà les choses commencent. Je pense qu'il faut que chacun se mette dans cette mouvance pour travailler au lobbying. Je vais vous donner un exemple. Nous étions la semaine dernière à Abidjan pour parler d'un projet musique initié encore par le Burkina. Burkina a initié ce projet pour développer la filière de la musique. C'est le BBDA qui a initié le projet. Et il y avait 4 pays, mais l'UEMOA a dit, mais nous en réalité, nos pays là, ils vont ensemble. Quand il y a un problème, c'est que le problème il est partout, donc il faut étendre le projet à l'ensemble des 8 États. Nous on prend la différence du budget en charge. Et donc nous étions à Abidjan pour parler de la filière, le marché de la filière de la musique. Samuel l'a dit, on écoute tous de la musique aujourd'hui. Mais combien achètent la musique aujourd'hui? On n'achète plus véritablement comme on va acheter CD. On s'abonne. Comment on fait? Vous voyez que de plus en plus les artistes font des singles, ils misent sur ça, parce qu'il ne va pas faire 8 titres, et puis les balancer, tout le monde va écouter, et puis ils ne voient pas. Les GAFAM, les grandes plateformes, ça aussi c'est un nouveau combat. On est en train d'être en retard. Logiquement, on devrait le mener de concert avec la RCP, on devrait faire l'économie numérique, les contenus numériques, le marché de la musique en ligne. Ça aussi c'est un autre chantier qu'on doit ouvrir dès l'année prochaine pour voir comment on réglemente ça. Parce que les intermédiaires, les acteurs, la chaîne de valeur, elle est complètement bouleversée. Mais comment on fait pour que nos créateurs puissent continuer de vivre? Là aussi, c'est un chantier qu'on doit ouvrir. Je reviens à mon exemple pour dire que pour le lobbying, pour le plaidoyer, on doit être capable de pouvoir supplier pour la communauté. L'exemple que je voulais donner, c'est un jeune Sénégalais que vous connaissez certainement, Laure Aladjiman. Vous avez déjà entendu ce nom. Il travaille dans le secteur de la vidéo. Bon, il a travaillé sur l'étude de la filière de la musique. En 2019, on avait déjà fait un atelier, il parlait de la vidéo. Bon, on n'a pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, les chiffres montrent que le jeu vidéo, il dépasse de loin les filières de la musique et du cinéma ensemble. Vous allez sur Internet, vous faites des recherches. Vous regardez l'industrie de la musique et du cinéma mis ensemble, l'industrie du jeu vidéo les dépasse. Mais dans notre environnement, on n'en fait pas encore cas.
Et donc lui, il a cherché à rencontrer le président Macky Sall. Au Sénégal, il n'a pas pu. Et il apprend que le Sénégal fait une exposition à Dubaï. Donc il se prépare avec son équipe, ils vont à Dubaï. Et à Dubaï, on leur dit, le président va passer dans les stands. Mais vous aurez qu'une minute. Et la seule minute même, ce n'est pas vous qui allez présenter, il y aura un présentateur général. Eux, ils n'ont rien dit. Quand Macky Sall est arrivé à leur stand, le gars, il a bondi sur la parole pour expliquer son concept, pour dire, on a voulu l'arrêter. Le président dit, non, mais laissez-le. Il a passé 8 minutes, le président a passé 8 minutes sur les stands. Après, il les appelle, il dit, mais votre affaire, là, c'est quoi même? Quand il lui sort les chiffres, il demande à son ministre de l'économie, est-ce que tu sais ça? Il dit, je ne sais pas. Et le président demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En espérant que le gars va, le président, va lui dire, il faut nous donner de l'argent pour faire cela. Il dit, non, monsieur le président, c'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais ce dont on a besoin, c'est de réglementer le secteur. Si le secteur, tu vois, vous allez nous donner de l'argent, vous allez donner 10 millions, 20 millions, 100 millions, ça ne règle pas notre problème. Ça ne peut pas régler notre problème. Parce que ces 100 millions, ça finit d'un seul coup. Si le secteur est réglementé, nous, c'est dans ça qu'on travaille, on aura notre argent. Alors, dans le processus de lobbying, il faut être capable de s'oublier pour l'intérêt de la communauté. Les artistes peuvent rentrer dans des milieux où nous, les administrations, on ne peut pas rentrer. Ça, c'est clair. Ils peuvent ouvrir des portes. Si vous avez l'opportunité d'entrer dans une de ces portes, cherchez l'intérêt général, cherchez l'intérêt de la communauté. Dites, monsieur le ministre, monsieur tel, il y a un texte qui est sur la table des ministres. S'il est voté là, ça règle notre problème. S'il est adopté, ça règle notre problème. Donc il faut envisager le lobbying dans ce sens. Il y a les actions de groupe, mais il peut y avoir des actions individuelles. Les relations que vous avez avec certaines autorités peuvent faire décanter beaucoup d'autres choses. Parce qu'en réalité, le dénouement, généralement, vient des rencontres fortuites. Et après, ça se présente aux yeux de tout le monde. Mais en réalité, par derrière, il y a quelque chose qui a été fait. Si vous avez cette opportunité, ne résistez pas ou ne refusez pas de le faire. Et donc, mobilisation, éveil de la société civile culturelle. C'est vraiment important. Il faut vous mobiliser aussi bien pour la RCP que pour les autres combats. Parce qu'en réalité, tous les tests que l'UEMOA adopte, c'est dans l'intérêt des acteurs. Parce que c'est pour assainir l'environnement, c'est pour réglementer l'environnement. Alors quand c'est adopté, ne comptez pas sur l'administration pour rapidement l'implémenter. Ça, je vous le dis, je suis dans l'administration, ne comptez pas. C'est pas leur premier dada, c'est pas leur première préoccupation. Parce qu'à la fin du mois, ils reçoivent les salaires. Mais les acteurs de la société civile ont besoin de cet environnement. Les acteurs du secteur privé ont besoin de cet environnement pour se développer. Donc, dès qu'une directive, un règlement a été adopté, il faut vous en saisir pour interpeller les acteurs. Il faut veiller, il faut avoir cet esprit de veille sur l'ensemble des textes. Parce que c'est avec un environnement assaini, un environnement clair, qu'on peut développer le secteur de la culture. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure un peu ce tour de table, nous avons sollicité M. Abdoul Karim Sango, qui est un ancien ministre de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso, et qui nous a présenté une petite vidéo donc, que je vous propose de regarder et qui abordera la question justement de l'inscription de tous les débats qu'on vient d'avoir dans les politiques culturelles publiques.